Paul-Marie Gondjou, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, est l'invité de ce numéro sur Mazlek Info. Actualité nationale oblige, rejet par la Cour constitutionnelle des dispositions controversées du nouveau code pénal. Son tweet au lendemain de l'arrivée de Rose Christiane Osuka à la primature sera également abordé. Un tweet qui a fait polémique. L'homme donnera sa part de vérité. Nous parlerons également des supputations autour de l'interpellation du Premier ministre sortant, Julien Togué-Bekale, du côté du B2, avant justement de revenir sur le brûlot qu'est le code pénal controversé qui continue à faire polémique. Paul-Marie Gondjou, bonjour. Bonjour, M. Maliko. Alors, Paul-Marie Gondjou, l'Union nationale est un peu en période sabbatique en raison du coronavirus et vous avez décidé, vous, de répondre malgré tout à notre invitation. Oui, effectivement, vous avez noté quand même qu'en arrivant ici, il n'y a pas d'activité particulière dans notre siège, parce que nous respectons simplement les consignes dictées par le gouvernement, mais nous nous surprenons de voir que certains autres partis politiques de la majorité sont vent debout aller faire des réunions à gauche à droite. Alors je pense qu'il faut qu'on nous dise clairement si nous pouvons reprendre nos activités politiques ou pas, parce qu'il ne peut pas y être qu'un parti ou deux partis de la majorité courent les rues de Libreville et de l'intérieur du pays, pendant que les autres sont tranquillement assis et attendent. Je pense qu'à notre niveau, nous comptons effectivement reprendre nos activités le plus rapidement possible, parce que je pense qu'il y a une demande de la part des populations de savoir ce que nous pensons et qui veulent effectivement nous entendre sur nombre de sujets de l'actualité politique. Merci Paul-Marie Gondjou pour ce propos introductif. L'actualité reste notamment un peu dominée par la décision de la Cour constitutionnelle de rejeter les recours introduits dans le cadre de l'annulation de certaines dispositions controversées du Code pénal qui continue de faire beaucoup d'encre et de salive. Avant de revenir sur les points controversés, votre regard sur cette décision de la Cour constitutionnelle, en un mot, de refuser de donner raison à ces Gabonais qui crient à gorge déployée pour que certaines dispositions jugées liberticides, jugées à rebours de nos us et coutumes soient revisitées. Mais écoutez, je ne suis pas du tout surpris que la Cour constitutionnelle ait rejeté les recours qui ont été déposés devant elle, pour une raison simple, c'est que cette loi a été officiellement votée le 30 juin et promulguée le 30 juin. Donc par conséquent, cette promulgation fermait la porte à tout recours devant la Cour constitutionnelle. Je suis désolé pour ceux qui ont eu à déposer des recours devant elle, parce que c'était peine perdue. Ils ont été jugés irrecevables et c'est tout à fait normal. C'est la loi. Maintenant, c'est le jeu, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif qui a été suffisamment malin pour promulguer la loi le même jour qu'elle a été votée. Ça veut dire qu'en fait, le pouvoir exécutif ne voulait pas que cette loi, la sachant mauvaise, soit attaquée devant la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a effectivement nombre de dispositions liberticides, il y a nombre de dispositions qui sont inapplicables, parce que ce code pénal est un amoncellement de dispositions pour des intérêts particuliers. Donc il va falloir que, d'une manière ou d'une autre, nous revenions, n'est-ce pas, sur ce code pénal. Au nombre des moyens politiques, il y a notamment la pétition engagée par Guinzou Badama en tant qu'acteur politique et citoyen gabonais. Il dit que ce n'est pas le président des démocrates forcément, même s'il a cette casquette de fait. Vous pensez que la pétition en cours pourrait tenter de bousculer les lignes? Je pense que la pétition lancée par le Parti des démocrates, c'est une action politique, une action de pression politique, comme l'a dit lui-même son président. Mais ce problème concernant le code pénal, d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un amoncellement de dispositions pour protéger des intérêts particuliers.
Donc il va falloir y revenir à un autre moment, peut-être avec une autre majorité, après des discussions entre les personnes qui ont un intérêt justement à la gestion, à l'utilisation de ce code pénal, c'est-à-dire les magistrats, les avocats, les justiciables, parce que ceux-là ont leur mot à dire sur le code pénal. Et pour le moment, ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas moyen politique d'attaquer, il faut peut-être attendre. Quand vous parlez de nouvelle majorité, c'est attendre peut-être les prochaines législatives pour que la coloration au niveau de l'Assemblée nationale change. Vous êtes d'accord avec moi que si ce pouvoir a fait voter ce code pénal et l'a promulgué pour qu'il ne soit pas attaqué devant la Cour constitutionnelle, ce n'est pas ce pouvoir qui va revenir sur ce code pénal. Donc attendons qu'un autre pouvoir arrive et nous allons effectivement revoir ce code pénal parce que ces dispositions sont difficilement applicables pour certaines d'entre elles. Donc aujourd'hui, je pense que le plus simple, ce serait effectivement de nous battre. Soit parce qu'il y a encore le moyen... Et dans l'intervalle d'une élection qui pourrait essayer de revisiter, revoir les équilibres politiques, il n'y a pas de pression, non, mais c'est-à-dire autre pression politique, sociale, pour contraindre le gouvernement en tant que raison. Non? Mais la pression, moi je veux bien qu'on fasse pression sur le gouvernement. On peut faire pression tous les jours. Mais la loi, elle est votée et promulguée. Vous-même, vous m'avez posé la question de savoir ce que je pensais de la décision de la Cour constitutionnelle. Elle rentre dans le cadre de la loi. Donc, aujourd'hui, battons-nous sur, je pense, des questions beaucoup plus essentielles, qui sont celles d'un changement à la tête de l'État pour que nous puissions revenir sur ce code pénal. Parce que ce n'est pas ce pouvoir-là qui changera ce code pénal. C'est nous qui serons là demain qui pourront effectivement revenir sur ce code pénal. D'accord, c'est entendu, Monsieur Paul-Marie Ngouantou. Je le rappelle, vous êtes secrétaire exécutif adjoint à l'Union nationale, l'une des formations politiques de l'opposition gabonaise. Votre tweet au lendemain de l'arrivée de Rose Christiane Osuka à la primature, première dame d'abord à occuper cette prestigieuse fonction, a fait tilt. Revenez-en avec fidélité sur votre tweet et la teneur qui, de votre point de vue, était contenue au sein de ce libre propos. Bon, écoutez, je n'ai pas fait de commentaire particulier sur la nomination de Mme Osuka Raponda, parce que j'estime que c'est une question je dirais, au sein de la majorité présidentielle. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que la nomination en elle-même, elle posait problème parce que lorsque il va falloir appliquer les dispositions de l'article 28A de la Constitution, qui fait obligation à Mme Osuka Raponda de faire une déclaration de politique générale devant l'Assemblée 45 jours au plus devant cette Assemblée. 45 jours au plus, nous tomberons le 31 août. Le 31 août, l'Assemblée sera encore en vacances. Donc, Mme Osuka Raponda ne pourra pas déjà respecter ne fût-ce que cette première chose, c'est-à-dire les dispositions de l'article 28A de la Constitution. C'est pour ça que je disais, qu'est-ce qui a empêché le pouvoir à attendre quelques jours de plus pour nommer Mme Osuka Raponda de manière à ce qu'elle puisse respecter les dispositions pertinentes de l'article 28A de la Constitution? C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce un problème, je dirais, d'amateurisme ou une bourde simplement dans cette nomination? Maintenant, elle a été nommée. Maintenant, à eux de voir maintenant comment ils vont faire pour respecter les dispositions de l'article 28A. C'est peut-être également une volonté précipitée de faire un pied de nez au sortant, Julien Kogué-Bekale, qui est quand même parti dans des conditions pas très honorables. Écoutez, avec ce pouvoir, nous sommes habitués effectivement à voir je dirais, les méthodes cavalières avec lesquelles elle a souvent géré un certain nombre de problèmes politiques. Je pense que dit-on, Monsieur le Premier ministre Julien Kogué-Bekale était en conseil interministériel quand la décision est tombée. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont les inepties
je dirais, au sein du pouvoir actuel. Après quand même des bons et loyaux services, il s'est battu comme un beau diable pour la validation de la dépénalisation de l'homosexualité envers et contre tous, du moins pour ce qui concerne les différentes composantes du peuple, et comme en guise de remerciement, retour d'ascenseur, c'était un limogeage. Bref, Julien Kouguébé-Kalé est victime d'une fake news, convocation du côté du B2, et curieusement, l'opinion ne se meut pas, mais plutôt se félicite. Une fake news qui pourrait être quand même symptomatique des présomptions à charge contre ce Premier ministre sortant. C'est un président d'honneur de la GEL, le B2, c'est le service de contre-ingérence et de renseignement militaire au Gabon. Que peut vous inspirer cette fausse vraie convocation de Julien Kouguébé-Kalé? Écoutez, est-ce que cela vous étonne? Nous avions avant quelqu'un qui sillonnait le territoire national en tant que messager intime du président de la République et qui s'est retrouvé quelques jours après à être débarqué de sa fonction de directeur de cabinet pour entrer au gouvernement et se retrouver quelques jours après en prison. Écoutez, qu'est-ce qui vous étonne? Donc, à vous entendre, ça ne vous étonnerait pas que Julien Kouguébé-Kalé, demain, soit jeté en pâture, j'ai envie de dire, jeté à la prison centrale de Libreville? Écoutez, chez nous, on dit que la panthère ne mange pas ses enfants. Mais apparemment, cette panthère-là, elle mange les siens. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. Et c'est simplement, je dirais, déplorable de voir qu'ils en sont à ce niveau-là au sein de cette équipe. C'est qu'il y a certainement des problèmes au niveau de la gestion du pouvoir. L'Union nationale, pour revenir sur votre formation politique, attend avec beaucoup d'impatience la tenue de son prochain congrès, probablement dans la période d'après-déconfinement du Grand Libreville. On sait que Zachary Miboto, son actuel président, disait lors des dernières assises de ne pas être candidat à sa succession. Parmi les genoux dans la maison, il y a vous, Monsieur Paul-Marie Bonjour. Est-ce que l'on pourrait vous compter sur les starting blocks au moment de la succession de Zachary Miboto? Déjà, il faut se dire une chose, c'est qu'il faut louer, je pense qu'il faut louer la grandeur d'âme de M. Zachary Miboto, qui a fait donc ses 2 mandats à la tête de l'Union nationale, et les textes de l'Union nationale sont clairs en la matière. Ce sont donc des mandats de 2 fois 4 ans. Et, non renouvelables. Non renouvelables. Donc, M. Miboto est le premier à respecter effectivement ces dispositions statutaires et réglementaires des textes qui régissent le fonctionnement de l'Union nationale. Maintenant, il sera donné à chaque militant qui se sent la capacité et la force de pouvoir, je dirais, prendre des responsabilités au niveau du parti, effectivement, de faire valoir ces ambitions-là. Parce qu'après tout, nous ne sommes pas des enfants. Nous avons, pour beaucoup, une certaine expérience sur le plan, je dirais, politique, administratif et autres. Donc je pense que si M. Miboto a fait un bon travail au niveau de l'Union nationale, je suis sûr et certain qu'il y aura plusieurs personnes qui seront en capacité de pouvoir effectivement se présenter à sa succession. C'est tout à fait normal. Ouais, Monsieur Bonjou, vous déclinez poliment ma question. Est-ce que Paul-Marie Bonjou pourrait être sur les starting blocks au moment venu? Pour l'instant, nous n'avons pas encore ouvert, je dirais, la période, le processus de succession à la tête de l'Union nationale. Je pense que laissons le soin au Bureau national de l'Union nationale de pouvoir décider en la matière. Et puis, de toutes les manières, s'il y avait quelqu'un à qui, ou un organe à qui je devrais donner cette décision, c'est d'abord, je pense, par respect à mes pairs, membres du Bureau national, et à notre président. Donc, pour l'instant, je ne peux répondre à cette question, mais je vous dis déjà, ce serait la justification
du travail effectué par M. Zachary Boto au sein de ce parti, d'avoir formé de nouvelles élites. Donc il faudrait effectivement que nous ayons à voir que l'Union nationale n'est pas un enfant, je dirais, orphelin de son président quand il partira. D'accord. Zachary Boto, également rattrapé par le poids de l'âge également. Zachary Boto qui part avec un bagage politique assez conséquent. Vous pensez qu'il sortira, enfin c'est vrai que vous n'avez pas de secret de délibération, vous pensez qu'il sortira complètement de la maison ou il faudra le garder dans une sorte de conseil de sages? Vous me posez une question à laquelle je ne peux vous répondre. Et je pense encore une fois, je vous dis que laissons le soin d'abord à la personne elle-même de dire exactement ce qu'elle veut pour la suite de sa vie sur le plan politique. Et puis, nous laissons aussi le soin au Bureau national de l'Union nationale, au Congrès de l'Union nationale, de décider de comment ils voient les choses pour l'après. Donc, ayons simplement cette patience. Ok. Deux autres questions. On va revenir sur Cristiano Souka après pour demander votre positionnement de crainte et espoir. Certaines formations politiques de l'opposition appellent à une sorte de conférence nationale, estimant que l'ambiance nationale au plan socio-politique et économique serait morose et que seuls les travaux de sorte de conférence nationale permettraient d'aplanir les divergences et de remettre le Gabon sur les rails. Votre point de vue, M. Goundou? Je pense qu'aujourd'hui, ce que les Gabonais veulent, c'est déjà un peu plus de clarté à la tête de l'État. Qui gère aujourd'hui l'État gabonais? Qui gère le pouvoir exécutif? Est-ce que la question posée par nombre de Gabonais a reçu une réponse, c'est-à-dire M. Ali Bongo est-il encore en capacité de pouvoir gérer la tête du Gabon? Ça, c'est une question précise, n'est-ce pas? Parce que il ne peut pas être que nous nous rendions compte qu'un certain nombre de personnes prennent des décisions à gauche et à droite sous le sceau de la présidence de la République. Cela nous emmène effectivement à nous demander qu'est-ce qu'il en est exactement de la situation de M. Ali Bongo Ondimba, qui a théoriquement et officiellement, n'est-ce pas, la délégation de la souveraineté nationale confiée par le peuple gabonais. Donc, le peuple gabonais, souverainement, confie une responsabilité à un homme, en parenthèse. Et le concernant, on veut savoir ce qu'il en est. Est-ce que M. Ali Bongo Ondimba est encore en capacité de pouvoir être à la tête du Gabon? Parce que nombre de choses nous emmènent à nous poser la question. Et c'est ça la préoccupation du moment qui transcenderait toute autre préoccupation, répondre à la question de qui dirige le Gabon et qui est d'ailleurs relayée à tour de bras par plusieurs personnalités. Quand on saura réellement et avec certitude que M. Ali Bongo Ondimba est encore en capacité de pouvoir gérer ce pays, je pense que nombre de choses pourront trouver une réponse à la réponse à cette question. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais s'inquiètent de savoir comment est géré leur pays. N'est-ce pas? Et il n'y a pas que les Gabonais qui s'inquiètent de cela, puisque nous avons vu que certains parlementaires européens se posent la question sur la capacité de M. Ali Bongo Ondimba à gérer le Gabon. Donc, je dirais que c'est un problème qui est là. Il faut y répondre. Et je pense que on ne pourra pas facilement et je dirais normalement continuer à gérer ce pays si cette question ne trouve pas une réponse. Et cette réponse que nous voulons de la capacité de M. Bongo à diriger le Gabon nous emmènera inévitablement vers le choix et les décisions à prendre sur la suite à donner dans la gestion du pouvoir
exécutif, particulièrement donc, de la présidence de la République au Gabon pour les semaines, les mois, les années à venir. D'accord. Peut-être comme dernière question, Rose Cristiano Nsouka, sa capacité à faire bouger les lignes est au cœur également d'une controverse. On a recueilli bien d'avis, de personnalités, d'anonymes, de responsables politiques et de la société civile. Est-ce qu'on peut avoir le regard de Paul-Marie Ngonjoulou Sur Mme Nsouka, écoutez, je ne peux rien vous dire, moi, en particulier sur Mme Nsouka. Pour moi, Mme Nsouka a été nommée Premier ministre. Elle est Premier ministre comme les autres Premiers ministres l'ont été. Au Gabon, le Premier ministre n'a plus de pouvoir. Depuis la modification constitutionnelle de 2011, rajoutée à celle de 2018, le Premier ministre en République gabonaise n'a plus de pouvoir. Tous les pouvoirs sont concentrés au niveau de la présidence de la République. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous disais, quelle est la réponse à la question sur la capacité de M. Ali Bongo Ondimba à diriger ce pays? Parce que tous les pouvoirs sont concentrés au niveau de la personnalité, du personnage du chef de l'État, n'est-ce pas? Et comme le chef de l'État a eu des problèmes médicaux en octobre 2018 et qu'il a fait nommer un coordonnateur général des affaires présidentielles, qui est son fils par ailleurs au passage. Oui, qu'il a nommé un coordonnateur général des affaires présidentielles, il est évident que nous nous posons des questions de savoir qui dirige le Gabon, qui prend les décisions au nom du président de la République. Le Premier ministre au Gabon n'a plus de pouvoir. Donc que ce soit Mme Nsouka Raponda, ou M. Julien Nkobé Bekale, ou les autres qui sont passés avant eux, n'est-ce pas? Le problème reste le même. Tout ce qui a trait à vouloir nous montrer que nous avons un nouveau Premier ministre et que ce nouveau Premier ministre est une femme, n'est-ce pas? C'est une bonne chose pour les femmes, mais aujourd'hui, dans la situation actuelle du Gabon, ce problème, c'est du divertissement. Ok, du divertissement. Dixit, Paul-Marie Ngonjoulou, secrétaire exécutif de l'Union nationale, parti politique de l'opposition gabonaise. Monsieur Ngonjoulou, votre mot de la fin, regardez droit dans la caméra. Ben écoutez, merci pour l'occasion que vous me donniez de pouvoir effectivement répondre à un certain nombre de vos questions. Je dirais simplement que nous, concernant notre pays, le Gabon, les questions restent posées, elles sont entières. Nous voulons effectivement que ce pays sorte de l'ornière politique dans laquelle il est et que nous puissions trouver les voies et moyens de régler le problème de la gestion de l'État. Nombre de personnes parlent de la vacance de pouvoir. Si effectivement c'est la solution, il faut effectivement y aller et le plus rapidement possible parce que nous ne pouvons pas continuer à gérer ce pays ainsi qu'il est jusqu'au terme du mandat échu de M. Ali Bongo en 2023. Ce n'est pas possible. Je pense que les problèmes sont de plus en plus aigus. Il faut prendre des décisions rapidement. Il faut prendre les décisions rapidement pour clarifier la situation au sommet de l'État. Qui dirige le Gabon? Ali Bongo est-il toujours en capacité à conduire le navire Gabon? Autant de préoccupations qui restent, qui nous laissent sur notre faim et qui laissent d'ailleurs même de nombreux Gabonais sur leur faim. Reste peut-être à la classe politique, aux institutions constitutionnelles telles le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont les leviers nécessaires pour acter, le cas échéant, la vacance du pouvoir, donc de prendre l'entièreté de leurs responsabilités. L'invité de ce numéro sur Mazlek Info était Paul-Marie Ngonjoulou, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale. Merci, au revoir et au prochain numéro.